Certains crimes définent la raison. Certains criminels définent tout ce qu'on croyait savoir sur l'être humain. Mais quand le criminel est un enfant, le monde entier vacille. Ce que vous allez entendre, ce ne sont pas des fictions. Ce sont des faits, des enfants, des crimes réels et des histoires qui ont bouleversé des nations entières. Numéro 1. Le tsarévitch prisonnier Alexeï Romanov, né en 1904. Fils unique du tsar Nicolas II et de la tsarine Alexandra. Sa naissance fut célébrée dans tout l'Empire russe comme une promesse d'avenir. Il était l'héritier, le futur maître d'un empire qui régnait depuis plus de 300 ans. Mais dès ses premières années, tout bascula. On découvrit qu'Alexeï souffrait d'hémophilie, une maladie où le sang ne coagule pas. Le moindre choc pouvait le tuer. La maladie venait de sa mère, Alexandra, qui la tenait elle-même de sa grand-mère, la reine Victoria d'Angleterre. On l'appelait la maladie royale. Et elle condamnait Alexeï à une vie fragile, douloureuse, suspendue à un fil. Ses parents, désespérés, se tournèrent vers Grigori Raspoutine, un mystique sibérien, un homme qui semblait, inexplicablement, soulager les souffrances du garçon. Mais Raspoutine apporta avec lui la controverse. Son emprise sur la famille impériale, sur la tsarine en particulier, scandalisait la noblesse russe. Pendant ce temps, dehors, l'empire s'effondrait. Crise économique, défaite militaire, révolution en marche. En 1917, les bolcheviks de Lénine prirent le pouvoir, et la famille Romanov fut assignée à résidence. D'abord au palais Alexandre, puis en Sibérie à Tobolsk. Le futur tsar de toutes les Russies était devenu un prisonnier. Un enfant malade, enfermé, au cœur d'un monde qui s'effondrait autour de lui. Numéro 2. La petite étrangleuse. Newcastle upon Tyne, fin des années 60. Un nom circulait dans les rues ouvrières de la ville. Un nom qui faisait froid dans le dos. Mary Bell. Elle avait 11 ans. Née en 1957, Mary grandit dans un environnement marqué par la négligence et des violences présumées. Une enfance fracturée. Une psyché déjà brisée avant même d'avoir eu le temps de se construire. En mai 1968, le corps d'un garçon de 4 ans, Martin Brown, fut découvert dans une maison abandonnée. Pas de traces évidentes de violence. On parla d'accident. Puis quelques semaines plus tard, Brian Howe, 3 ans, fut retrouvé mort. Cette fois, impossible de nier. Les marques sur le corps étaient claires. Brutales. Des ciseaux avaient été utilisés pour le mutiler après sa mort. Ses jouets avaient été disposés autour de lui. Des mèches de ses cheveux coupées. Ce n'était pas seulement un meurtre. C'était une mise en scène. Macabre. Délibérée. Les enquêteurs étaient bouleversés. Mary Bell et son amie Norma Bell, sans lien de parenté, émergèrent rapidement comme principales suspectes. Lors des interrogatoires, Mary fit froid dans le dos. Aucune émotion. Aucun remords. Un détachement total. En décembre 1968, elle fut reconnue coupable d'homicide avec circonstances atténuantes pour cause de responsabilité diminuée. Les expertises psychiatriques conclurent à des traits psychopathiques. Ses journaux intimes furent lus à voix haute au tribunal. Elle y décrivait le plaisir qu'elle éprouvait à faire souffrir. Un visage d'enfant. Des mots de monstre. Le tribunal ne sut plus où regarder. Numéro 3. Les enfants qui ont tué James. Février 1993. Bootley, Angleterre. Une image. Floue, en noir et blanc. Captée par une caméra de surveillance dans un centre commercial. On y voit un petit garçon de 2 ans, James Bolger, emmené par la main par 2 garçons plus grands. Sa mère n'avait détourné les yeux qu'un instant. Un seul instant. Il ne reviendra jamais. Les 2 garçons s'appelaient John Venables et Robert Thompson. Ils avaient 10 ans. Ils entraînèrent James sur près de 4 kilomètres à travers Liverpool. 38 témoins les virent. Certains interpellèrent les garçons. Personne ne comprit ce qui se passait vraiment. Personne n'intervint. Ce qui se passa ensuite sur la voie ferrée fut d'une violence telle que les détails furent jugés impropres à la publication. Le corps de James fut retrouvé 2 jours plus tard sur les rails, percuté par un train. La nation fut anéantie. On crut d'abord que les auteurs ne pouvaient être que des adultes. Puis les images de surveillance parlèrent, 2 enfants. 10 ans. La recherche d'explications fut immédiate et désespérée. Les 2 garçons venaient de familles marquées par la violence et la négligence. Mais aucun contexte ne pouvait vraiment expliquer, ni justifier,
En novembre 1993, Venables et Thompson devinrent les plus jeunes meurtriers condamnés de l'histoire britannique moderne. Le juge décrivit leur acte comme d'une barbarie sans égale. En 2001, après 8 ans de détention et de réhabilitation, ils furent libérés sous surveillance permanente avec de nouvelles identités. Une nouvelle vie. Pour ceux qui avaient volé celle d'un enfant de 2 ans. Numéro 4. Le poisonneur au thé. L'empoisonnement. Une méthode ancienne, discrète, presque élégante dans son horreur. Et au XXe siècle en Angleterre, elle trouva un adepte inattendu. Un adolescent. Graham Young, né en 1947 à Londres, perdit sa mère très jeune. Il grandit avec un père distant et une belle-mère indifférente. Et très tôt, il développa une fascination morbide pour les poisons. L'antimoine en particulier. Un métal toxique, mortel à dose suffisante. Dès l'âge de 14 ans, il commença à expérimenter. Sur sa famille. Des petites doses. Noter, observer. Comme un scientifique mène ses expériences. Sa sœur tomba gravement malade. Son père aussi. Sa belle-mère, Molly, mourut. Les soupçons s'éveillèrent. Son professeur de chimie découvrit un essai troublant sur les poisons. Mais rien ne fut prouvé. Pas encore. Puis il s'attaqua à ses camarades de classe. Plusieurs furent hospitalisés. Des traces d'antimoine retrouvées dans leur organisme menèrent directement à lui. En 1962, il fut arrêté. Il avoua tout, y compris le meurtre de sa belle-mère. Il fut interné à Broadmoor, l'hôpital psychiatrique de haute sécurité. Et là, il continua. Il empoisonna des codétenus. L'un d'eux mourut. 9 ans plus tard, en 1971, une commission le jugea réformé. Apte à réintégrer la société. Il trouva un emploi dans une entreprise de fourniture photographique à Hertfordshire. Quelques semaines suffirent. Ses collègues commencèrent à tomber malades. Entre 1971 et 1972, plus de 70 personnes furent empoisonnées. 2 moururent. Cette fois, il n'y eut pas de doute. Condamné à perpétuité en 1972. Le poisonneur au thé. Un homme qui ne put jamais s'arrêter. Numéro 5. Le plus jeune tueur en série. Amarjit Sada. 8 ans. 8 ans. Et déjà 3 meurtres à son actif. Son histoire vient d'Inde, du village de Mushahar dans le Bihar. L'un des États les plus pauvres du pays. Une région marquée par la misère, le dénuement, l'absence de repères. Sa première victime fut son cousin. 6 mois. La mort fut attribuée à un accident. La vie continua. Puis ce fut sa propre sœur. 8 mois. La famille se tut. Par déni, par honte, par peur. Ce n'est que lorsque la fille de 6 mois d'un voisin, Khushbu Devi, disparut qu'on comprit. Amarjit, sans émotion, conduisit les villageois jusqu'à l'endroit où il avait enterré le corps. Calme, détaché. Comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Lors des interrogatoires, il confessa tout. Sans remords. Sans hésitation. Quand on lui demanda pourquoi il avait fait ça, il répondit simplement « parce que ça lui plaisait ». La justice indienne se trouva face à un vide juridique. La loi interdit l'emprisonnement des enfants de moins de 7 ans. Entre 7 et 12 ans, seule la conscience des actes commis peut justifier une détention. Amarjit fut envoyé dans un foyer pour mineurs. Une conclusion qui laissa une nation entière sans voix. Numéro 6. L'amour interdit, Medicine Hat, Alberta, Canada. 2006. Une ville tranquille, une famille ordinaire. Et une fillette de 12 ans qui allait commettre l'impensable. Jasmine Richardson. 12 ans. Son petit ami, Jeremy Steinke, en avait 23. 11 ans d'écart. Mais ce n'était pas le pire. Jeremy se réclamait d'un mode de vie gothique. Il se disait « loup-garou ». Et ensemble, ils formaient un duo que personne dans cette ville conservatrice ne pouvait comprendre. Les parents de Jasmine s'inquiétaient, ils interdirent la relation, ils pensaient protéger leur fille. Ils ne savaient pas ce qu'ils déclenchaient. Les 2 amants, acculés, se sentirent piégés. Alors ils planifièrent. Froidement, méthodiquement, par emails et par conversation en ligne, un plan pour éliminer tous ceux qui se mettaient en travers de leur chemin. En avril 2006, les parents de Jasmine furent retrouvés morts chez eux, traces d'une lutte violente partout. Et dans son lit, son petit frère, 8 ans, tué lui aussi, pour ne laisser aucun témoin.
Dans un premier temps, on crut Jasmine enlevée. Une autre victime. Puis les preuves parlèrent, les témoins, les messages numériques. Tout menait à elle. Jasmine et Jeremy furent arrêtés et inculpés de 3 meurtres au premier degré. Une enfant de 12 ans. 3 membres de sa propre famille. Pour une histoire d'amour interdit. Numéro 7. L'enfant accusé. Lawrence County, Pennsylvanie. Février 2009. Un matin glacial. Et une découverte qui allait glacer toute une communauté. Kenzie Hook, et enceinte de 8 mois, fut retrouvée morte dans son lit. Une balle dans la tête. Le suspect, Jordan Brown, 11 ans, son futur beau-fils. Selon les enquêteurs, Jordan nourrissait jalousie et ressentiment envers Kenzie et l'enfant à naître. Les preuves étaient circonstancielles mais troublantes. Un fusil de chasse pour jeunes, récemment utilisé, retrouvé dans la maison. Des résidus de poudre dans sa chambre. Un emploi du temps qui le plaçait sur les lieux au moment crucial. Et surtout, son absence totale d'émotion après les faits. Pas de larmes. Pas de choc apparent. Un calme que beaucoup interprétèrent comme une preuve de culpabilité. Jordan fut arrêté. Jugé comme un adulte. 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Le débat qui s'ensuivit fut féroce. Un enfant de 11 ans peut-il vraiment comprendre les conséquences d'un tel acte? Son cerveau est encore en développement. Sa maturité limitée. Mais la gravité du crime laissait peu de place à l'indulgence dans l'esprit du public. Après 3 ans de procédure, Jordan, alors âgé de 14 ans, fut reconnu coupable devant un tribunal pour mineurs. Détention jusqu'à ses 21 ans. Après quoi son casier pourrait être effacé, sous condition. Une décision qui laissa tout le monde insatisfait. Ni assez sévère, ni assez clémente. Une question sans bonne réponse. Numéro 8. Le secret sous le lit. Jacksonville, Floride. Novembre 1998. Une mère entre dans la chambre de son fils. Une odeur, étrange, persistante. Elle soulève le cadre du lit à eau et découvre le corps d'une petite fille de 8 ans, disparue depuis 1 semaine. Sous le lit de son fils de 14 ans. La victime s'appelait Maddie Clifton. Vive, rayonnante. Tout le quartier la cherchait depuis 7 jours. Des centaines de personnes mobilisées. De l'espoir, encore et encore. Pendant ce temps, Joshua Phillips dormait chaque nuit sur le lit qui cachait son secret. Selon Joshua, tout avait commencé par un jeu dans le jardin, un coup de batte de baseball maladroit. Maddie blessée, la panique, la peur de son père violent. Et puis, une série de décisions terrifiantes. Il la traîna à l'intérieur, l'étrangla pour étouffer ses pleurs, et cacha son corps. 7 jours, sans un mot, jusqu'à cette odeur. L'arrestation de Joshua choqua toute la ville. Un garçon sans antécédent. Poli, discret. Comment? Pourquoi? La défense plaida la panique. Un accident suivi d'une spirale incontrôlable. La peur d'un enfant, pas l'acte d'un tueur calculé. Mais la brutalité des faits et 7 jours de dissimulation ne laissèrent pas beaucoup de place au doute. Jugé comme un adulte. Reconnu coupable de meurtre au premier degré. Condamné à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Numéro 9. Le tueur aux cheveux roux. Steuben County, New York. Été 1993. Derek Roby, 4 ans, se rendait à pied à son programme de loisirs estivaux. Un trajet qu'il avait fait des dizaines de fois. Il n'arriva jamais. Son corps fut retrouvé dans un bois près d'un parc local. Brutalement assassiné. Le coupable. Eric Smith. 13 ans. Eric était différent. Ses cheveux roux vifs, ses taches de rousseur, le faisaient se démarquer dans la foule. Et cette différence lui avait valu des années de harcèlement scolaire. Ses sautes d'humeur étaient connues. Sa tendance à blesser des animaux, documentée. Mais personne n'aurait pu imaginer ça. Eric attira Derek dans un endroit isolé. L'étrangla. Le frappa. Le tua. Les détails qui émergèrent lors de sa confession et de son procès furent difficiles à entendre, même pour les professionnels les plus aguerris. Curiosité mêlée de colère. C'est ainsi qu'Eric décrivit ses motivations. Lors du procès, les experts diagnostiquèrent un trouble explosif intermittent. Des accès de rage incontrôlables déclenchés par les stimuli les plus minimes. La défense plaida le désordre psychologique.
La prosécution plaida la dangerosité. Un enfant de 13 ans. Un meurtre d'une brutalité absolue. Était une ville qui n'oublierait jamais l'été 1993. Numéro 10. La lutte qui vira au drame. Broward County, Floride. 1999. Une soirée entre enfants. Lionel Tate, 12 ans. Tiffany Unique, 6 ans. Une amie de la famille. Ils jouaient. C'est du moins ce que Lionel affirma. Il imitait des prises de catch vues à la télévision. Un jeu innocent. Puis Tiffany ne se releva pas. Le rapport du médecin légiste fut accablant. Un foie lacéré. Des côtes brisées. Des hémorragies internes. Des dizaines de bleus couvrant son petit corps. Ce n'était pas une prise de catch mal maîtrisée. C'était une violence prolongée. Alors la question s'imposa à tous. Lionel savait-il vraiment ce qu'il faisait? Comprenait-il la portée de ses actes? Ou était-il un enfant trop grand et trop fort, pris dans un jeu qui lui avait échappé? L'État trancha. Jugé comme un adulte. Meurtre au premier degré. La défense plaida l'accident. L'innocence d'un enfant influencé par des médias violents. Après 3 heures de délibération, le jury rendit son verdict. Coupable. Lionel Tate devint le plus jeune Américain condamné à la prison à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. La nation fut sous le choc. Des experts. Des défenseurs des droits de l'enfant. Le monde entier. Comment emprisonner un enfant pour la vie? Quand l'intention reste floue. Une question qui n'a toujours pas de réponse simple. Ces histoires vous ont troublé? C'est normal. Elles troublent le monde entier depuis des décennies. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et dites-que nous en commentaire. Lequel de ces cas vous a le plus marqué?